Bonjour tout le monde. J'espère vraiment que tout a été OK pour vous à la vidéo précédente parce que maintenant on va commencer l'utilisation des outils que nous avions installés. Du coup, si vous avez des problèmes, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'écrire, comme ça on essaiera ensemble de les débugger en fonction de mes disponibilités. Mais le plus important, c'est que maintenant, à partir de maintenant, nous allons commencer le vif du sujet qui est l'injection SQL. Avant de parler de l'injection SQL, il est préférable de parler d'abord de SQL tout court et de ce que signifie d'abord le langage SQL. Très rapidement, en deux mots, le SQL c'est une base de données, enfin c'est le langage de base de données en quelque sorte. Et pourquoi on introduit le SQL à des sites web? Parce que le SQL, c'est lui, ou grâce au SQL, qu'on peut aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Web 2.0, qu'il est possible dans le Web 2.0 aujourd'hui à stocker des données ou avoir des sites web interactifs. Rappelez-vous qu'à l'époque, si on prend l'exemple des sites des années 90, début des années 2000, voire même mi-fin des années 2000 pour les plus retardataires, les sites web n'étaient qu'un ensemble de pages qui offrent des informations. C'est que vous avez dans un site web des informations que vous pouvez lire, par exemple sur une entreprise, des informations sur la société, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. Grâce aux bases de données, maintenant, on peut avoir de plus en plus de sites interactifs. Et les bases de données sont gérées par le langage SQL, dont la base de données la plus célèbre parmi elles, qui est le langage MySQL. Je préfère qu'on fasse un petit tour très rapide pour voir très rapidement en deux mots ce que signifie le langage SQL ou à quoi il ressemble exactement. Du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Je ferme ça, je ferme ça, je ferme tout ça et j'affiche ma page web ici avec une page SQL ouverte. Du coup, ça, c'est un exemple concret d'une page SQL ou d'un langage SQL. Je vous donnerai aussi le lien, il n'y a pas de souci sur ça. Du coup, là, par exemple, avant de dire ça, on va juste parler de SQL ou de la base de données, qu'est-ce qu'elle contient. Une base de données de base, elle contient quoi? Elle contient un ensemble de tables. Bon, elle contient d'abord, on va dire, un système de bases de données. Il a différentes bases de données. Du coup, de base, on va avoir un certain nombre de databases, de bases de données, et chaque base de données, elle contient à l'intérieur des tables. Et la table, ça ressemble tout simplement à un tableau dans la vie réelle. Et dans la table, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle les colonnes ou les entrées de la base de données ou les entrées d'une table. Par exemple, on peut avoir, comme on a ici, on a une base de données. Là, on peut la créer avec la commande create table. On crée une table dans une base de données. Qui s'appelle user. Et dans la liste maintenant, on va mentionner la liste des éléments de la base de données. Le ID, le nom, le prénom et les mails. Et on précise le type, le type de caractère de chacun. C'est qu'on précise que, par exemple, ici, on va mettre un ensemble de caractères normal. Ici, c'est du integer, c'est des entiers, des chiffres en quelque sorte. Et puis, on précise ce qu'on appelle la clé primaire. La clé primaire dans une base de données, ce n'est ni plus ni moins, c'est ce qui permet de définir d'une façon unique la ligne dans la table. Du coup, la clé primaire, elle est censée être unique dans chaque ligne. On ne peut pas mettre ici 1 et puis 1 une deuxième fois. Par contre, le prénom, si vous avez deux personnes qui s'appellent Bill, il n'y a pas de souci, on peut avoir deux personnes qui s'appellent Bill. C'est un peu l'équivalent de l'immatriculation ou le matricule de chacun si on parle par exemple de la liste des étudiants ou des choses comme ça. Ok, après bon, on précise que le langage utilisé, le codage utilisé, c'est de l'UTF-8, ça c'est classique. Après, une fois la base de données ou la table créée, on commence à remplir la table par des valeurs. Du coup, ici, on définit les éléments variables. Après, en bas, qu'est-ce qu'on définit? Qu'est-ce qu'on définit en bas? On définit les valeurs. Alors, prenons l'exemple des valeurs à définir. Comment je peux revenir en arrière? C'est ça, effacer ça. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a inséré dans la base de données ou dans la table user un certain nombre d'éléments. L'ID, le nom, le prénom, les mails. C'est que là, on définit les éléments de chaque base de données, ceux qui sont exactement identifiés en haut. Après, on précise les valeurs, values. Les valeurs, on a précisé les noms des gens les plus connus. Par exemple, Elon Musk, 1, l'ID, Musk, c'est le nom, Elon, c'est le prénom et le mail à côté. Ok? Et puis, on fait comme ça avec chacun des éléments. Ça, c'est la préparation de la base de données ou
comment dire, c'est le moment de préparer la base de données, le moment de remplir, de peupler la base de données. C'est qu'une fois la base de données est prête, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer l'interaction avec la base de données. L'interaction avec la base de données, autrement dit, c'est quoi? C'est le fait de demander des éléments de la base de données. Tu vas dire, donne-moi la liste de tous ceux qui s'appellent de tel nom, ou la liste de tous les emails des gens, ou la liste de tous les gens qui sont venus hier. Bref, des éléments comme ça, je pense, vous avez compris le principe. Là, je vous ai mis 3 exemples de bases de données ici, 1, 2 et 3 types d'interactions avec les bases de données. La première, c'est select. L'option select, c'est quoi? C'est tout simplement sélectionner. C'est en quelque sorte, donne-moi ou sors-moi la liste de quelque chose. Là, par exemple, on récupère la valeur des noms et la variable aussi de prénom de la base de données ou de la table user, à condition que l'ID c'est 1. Autrement dit, il va nous donner mask Elon. OK? Après, dans la deuxième, on voit un deuxième exemple où on va interagir avec la base de données de telle sorte qu'on change des informations. Ce qu'on a fait ici, on a fait à chaque fois le prénom, point, le nom de l'entreprise la plus célèbre. Et pour Monsieur Nakamoto, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le nom de famille au lieu de prénom. Ouais, enfin, Satoshi Nakamoto, Satoshi le prénom. Ok, du coup, l'objectif ici, ça sera qu'on change la partie Nakamoto et qu'on fait Satoshi comme tout le monde. Satoshi. Ok, et comme ça, il aura son prénom comme adresse mail et non pas le nom de famille comme il a ici. Et on précise que ce changement, update de la table user, on change cet email, on fait Satoshi pour l'ID numéro 3. Et la dernière partie, qu'est-ce qu'on dit? On dit affiche tout le monde. Select étoile from user, c'est autrement dit, on affiche tout le contenu de la base de données. On va cliquer ici sur Run et là, on va avoir la liste des informations affichées. Dans la première, qu'est-ce qu'on a dit? On a demandé d'afficher le nom et le prénom de premier de la liste. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On affiche Monsieur Elon Musk ici. Dans la deuxième, on a fait un changement. Par contre, on n'a pas affiché les informations. On a fait juste un changement. Et dans la troisième, on a fait Select étoile from users. Autrement dit, affiche-moi tout le contenu de la table user. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'affiche le contenu de la table users. Et là, il m'affiche Musk, Elon avec son mail, etc. Bref, tout le contenu que nous avions mis ici. Et on voit bien que l'adresse mail a été changée parce que l'instruction 2 a été passée, puis l'instruction 3 après. Et dans la 3, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la liste des users, mais avec le changement apporté dans le 2. Et regardez que ici, on a écrit Nakamoto. Ici, on a écrit Satoshi. Finalement, il a affiché bien Satoshi. OK? Je pense que l'idée est claire pour tout le monde. J'ai fait... Là, c'est Google. Je me suis trompé. Ça devait être BTC. Mais bon, vous avez compris le principe. Il n'y a pas de souci. C'était juste pour l'exemple. OK. Ça, c'est un exemple de manipulation de base de données. Il est possible également de manipuler des bases de données directement sur le Metasploitable. On peut se connecter directement avec MySQL, avec la commande MySQL. On précise la connexion SQL avec le user à utiliser. Il est préférable de mettre un password, mais puisqu'on n'a pas de password, on va mettre directement, on va se connecter directement à la base de données MySQL avec user root. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher les bases de données, show database, basis, avec point virgule à la fin. Et là, il va nous donner la liste de toutes les bases de données existantes ou toutes les bases de données déjà installées de MySQL. Ici, je vais voir une base de données importante qui est la base de données use OWASP 10. Petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas OWASP et qui ne savent pas ce que c'est le WASP, je pense que tout le monde connaît la CEH, EC-Concil, etc. C'est les différentes normes de sécurité des systèmes d'information ou les différentes normes d'attaque. Par exemple, le WASP, c'est la norme qui met l'accent sur les failles les plus célèbres des sites web. On s'entraîne dans la formation de type OWASP à attaquer des sites web dans le but de les sécuriser. C'est de l'ethical hacking, c'est exactement comme la CEH, mais le WASP, c'est une norme très orientée site web. Et dans cette norme-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut l'écrire, hein, OWASP 10 par exemple, OWASP Top 10, et on peut voir la liste, c'est mis à jour chaque année, chaque 2-3 ans, quelque chose comme ça. La dernière en question, c'est la norme 2021. Je ne sais pas si la photo est très propre ou pas. Non, elle n'est pas terrible comme photo. On va afficher une autre, ça c'est le 13 à 17. On peut voir celle de... Enfin, 2017, c'est un exemple ici, mais je préfère avoir celle de 2021. Mais bon, peu importe, c'est juste pour comprendre l'idée. C'est qu'ici, ça vous fait la liste des top 10
des menaces de sécurité existantes. Là, c'est la version 2017. Après, il y a la version 2021 qui aussi vient d'arriver. Là, ici, on a l'exemple de la version 2021. Ici, par exemple, dans la version 2021, il vous donne la liste des menaces les plus célèbres des sites web. On installe l'environnement qu'on a installé ici, Mutilid, quoi encore, les serveurs web, Metasploitable, la machine Windows et la machine Kali Linux. Et le but de cette installation, c'est de s'entraîner à faire des attaques avec des sites web. Et là, vous voyez, c'est un exemple complet des attaques, de top 10 des attaques des sites web, de top 10 des vulnérabilités web. Et si vous faites des formations type OWASP, vous allez voir à l'intérieur que dans chaque chapitre, on va faire une des attaques. Bon, bref, une petite parenthèse pour comprendre ce que signifie le terme OWASP. Et ici, nous avons la base de données OWASP 10. Par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire use OWASP 10, utilise la base de données OWASP 10. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire show tables. Et ici, on va afficher la liste, pardon, je me trompe, show tables avec point virgule, tac tac, on revient ici, show tables, c'est bon. C'est difficile de parler en même temps d'écrire. Ok. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On affiche la liste des bases de données, toujours avec point virgule à la fin. On affiche la liste, pardon, des tables qui se situent dans la base de données OWASP 10. Après, libre à vous d'utiliser, de manipuler la base de données comme vous voulez en fonction de vos connaissances de langage SQL. J'imagine que vous avez des notions de base de SQL. Rappelez-vous que quand on fait la sécurité de quelque chose, il faut d'abord maîtriser cette chose. C'est ça la difficulté un peu de la sécurité. Si tu fais de la sécurité des sites web, j'imagine que tu as des notions au moins de base de MySQL, d'HTML, de CSS, de JavaScript, de PHP, MySQL, etc. Bon, bref, c'est les différents langages web existants. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire select, étoile, from, et on précise from quelle table vous voulez. Par exemple, on peut faire la première de la liste account, et là, on a la liste, tout simplement, de tous les comptes installés de cette base de données. Là, par exemple, on a le compte admin avec son mot de passe qui est admin pass et avec une signature manquée. Est-ce qu'il est admin? Oui. Vous voyez déjà, on a une première faille de sécurité, que tous les mots de passe sont stockés en clair et qui ne sont pas stockés en mode chiffré. Et avec cette commande-là, select étoile from account, il est possible d'avoir la liste de tous les utilisateurs de cette base de données. Si vous voulez sortir, il vous suffira juste d'écrire ici exit et ça vous permettra de sortir de la base de données. Un petit truc tant que j'y pense avant de passer à l'injection SQL, je vous ai parlé de problèmes que j'avais avec ma souris, je vous ai dit que je vais le régler en off, c'est très simple, il suffit de cliquer sur CTRL et vous sortez. Sauf que ça, pour la plupart des cas, ça ne marche pas. Parce que le contrôle, c'est le bouton, c'est ce qu'on appelle le bouton host. Parfois, c'est contrôle droit. Si vous n'avez pas de contrôle droit sur vos claviers, c'est un problème, etc. C'est pour régler le problème définitivement, il vous suffit juste de régler les paramètres ici de la machine virtuelle, de la VirtualBox. Dans la partie entrée, machine virtuelle, et ici, la combinaison de touches haute, choisissez le bouton que vous voulez. Vous cliquez, vous effacez, et puis vous cliquez sur le bouton que vous souhaitez, et ça mettra le bouton que vous souhaitez. Et maintenant, il est possible de sortir. Là, je mets ma souris à l'intérieur de la machine Windows. Si je veux la quitter, il suffit que je clique sur CTRL et je sors la souris de la machine Windows. C'est un problème qui n'est pas très embêtant sur les autres machines. Par contre, sur la machine Windows, c'est un peu casse-tête. Si vous n'avez aucun moyen de faire, il suffit de faire CTRL-ALT fin, comme CTRL Alt supprime, vous éloignez un peu la souris, vous sortez et comme ça vous sortez de truc. Mais bon, il n'y a plus la nécessité de le faire. Normalement, comme ça avec CTRL, vous pouvez le faire facilement. Allez, on continue. Et concrètement, c'est quoi l'injection SQL? Et comme son nom l'indique, je pense que vous l'avez compris, l'injection SQL, ça consiste tout simplement dans un champ quelque part, où vous allez par exemple mettre le user et le mot de passe, vous allez quelque part injecter un code SQL. Par exemple, vous pouvez insérer un petit update de quelque chose et l'objectif sera d'insérer un langage SQL derrière dans le but de prendre le contrôle du code derrière, parce que vous l'avez peut-être compris que derrière un champ, derrière un formulaire, derrière un box que vous allez remplir toujours sur un site web, il y a un code SQL qui tourne. Du coup, toujours il y a la value, la valeur que vous allez injecter qui est quelque part, qui va s'insérer à votre code pour faire des vérifications. Le but maintenant, c'est qu'au lieu d'insérer une valeur qui est par exemple 1, 2, 3, je vais insérer à la place un code SQL dans le but de tenter de manipuler derrière le code SQL qui est en train de tourner. On va voir un exemple concret pour comprendre ce que cela signifie concrètement. Et pour cela,
nous allons voir très rapidement ici sur la nouvelle page web qu'on a préparée. Ici, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute juste une petite partie supplémentaire qui est la partie passe. Du coup, on ajoute un mot de passe en quelque sorte. Rappelez-vous, la fois passée, on a fait ID, nom, prénom, email, et puis là, cette fois-ci, on ajoute la ligne passe. Après, qu'est-ce qu'on fait en bas? On a tout simplement à insérer la liste des mêmes informations, juste en ajoutant le passe quelque part ici. Et puis, on ajoute le mot de passe inséré à chaque fois. On a mis Tesla 123 pour Elon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Jeff Bezos et Azerty pour Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Après, on va appeler tout simplement chaque fonction avec cette fois-ci l'ajout de conditions de user et de mot de passe. C'est exactement le principe que vous mettez par exemple quand vous accédez à un site web, à un formulaire, vous remplissez quelque chose avec un user et un mot de passe, on vous demande tout simplement le user et le mot de passe et derrière il y a le code SQL qui tourne et qui va vous dire tout simplement à condition que le user et le mot de passe répondent exactement à la même valeur. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire affiche le nom et le prénom de la table user à condition que le mail correspond exactement à l'entrée que nous avons. Par exemple, ici, nous allons mettre l'entrée qui est elon@tesla.com. C'est un exemple. Vous avez, je crois, un autre exemple avec Bill Gates ou ce que vous voulez, peu importe. C'est juste un exemple qu'on est en train de mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va cliquer sur Run et là, comme si que vous avez eu le formulaire et vous avez rempli le user et le mot de passe qui était correct. Tant que le user et le mot de passe étaient corrects, qu'est-ce qu'on fait? On vous affiche exactement le nom et le prénom tel qu'il faut vous les afficher, exactement. Maintenant, la question qui se pose, c'est que imaginez que au lieu de mettre le user, qu'est-ce qu'on va mettre nous? On va insérer directement dans le champ derrière un petit simple guillemet. On va faire OK. Et là, il va nous dire qu'il y a une erreur dans la syntaxe SQL. Si vous avez un message de ce genre, c'est que tout simplement, le site n'est pas super bien protégé contre les injections SQL. C'est que là, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris ça, il a pensé que c'est un ajout au langage SQL et puis il a ajouté ça au langage SQL et malheureusement, ça n'a rien donné. Imaginez que maintenant, vous allez un tout petit peu plus loin en mettant un point virgule et puis un dièse. Il est où? Il est là. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement commenté tout ce qui vient après. Vous voyez que on a dit à condition que les mails soient tel mail-là. Par contre, le mot de passe n'a plus aucune importance. OK? Et là, comment on a fait ça? Tout simplement en commentant le mot de passe. Après, à partir de là, c'est qu'il suffit d'avoir le mail. J'imagine à Tesla, c'est facile d'avoir les mails d'Elon. Il envoie énormément de mails. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prendra son adresse mail là et on tente d'insérer juste ce petit bout de code qui est le point virgule avec le dièse dans le champ mot de passe. Et là, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans le champ mot de passe, on a inséré ça qui a commenté tout ce qui vient après. Commentaire veut dire quoi? Veut dire ça n'a plus aucune importance dans le code. Mais le pire encore, c'est que imaginez que si nous allons, faire encore des choses plus importantes et plus dangereuses en insérant des codes. Par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais prendre ce bout-là et le mettre ici. Et là, tout simplement, dans le champ mot de passe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire update users, email, set emails, et là, je vais mettre mon email à la place de celui d'Elon. Easy at, par exemple, tesla.com. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre where l'id égale 1. C'est qu'au final, au lieu, il vous permet l'accès, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On update le mail aussi. Et dorénavant, il va vous suffire d'accéder au formulaire juste avec le nouveau mail que vous avez mis. Et là, carrément, Elon, il perdra complètement l'accès. Et là, vous voyez que même ici en bas, qu'est-ce qu'on a? L'adresse mail a été changée. Du coup, vous voyez, vous avez compris, je pense, le principe maintenant. C'est qu'il est même possible de manipuler des bases de données grâce à l'injection SQL. Ça, c'est un exemple très, très simple, très, très basique qui va nous illustrer la dangerosité de la manipulation des données en utilisant l'injection SQL. À partir de maintenant, on va voir avec des éléments plutôt concrets sur notre lab comment on va pouvoir faire de l'injection SQL. Alors, pour ceux qui le savent, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le DORCS. C'est un terme qui décrit tout simplement l'ensemble des codes affichés qui peuvent
faire entendre ou qui peuvent nous faire comprendre qu'il s'agit d'un site web touché par une injection SQL. C'est vrai que Google fait de plus en plus énormément d'efforts pour éviter cela, mais c'est par exemple tout cela, c'est des exemples des sites web qui affichent des messages d'erreur et que ce genre de message d'erreur veut tout simplement dire que ces sites web, probablement, c'est des sites qui sont vulnérables à des attaques type injection SQL. C'est vrai que par exemple, rappelez-vous ce qu'on a fait ici quand on a volontairement créé une erreur ici dans le code, que, attendez, on va faire l'exemple encore une fois, que on a par exemple ce fameux message d'erreur. On peut le mettre comme ça et aller sur Google et insérer ce message d'erreur. Ce message d'erreur, il est de plus en plus évité par Google parce qu'il est devenu de plus en plus connu, même j'ai envie de dire très très connu, très très simple. Du coup, généralement, quand vous avez ça, vous avez tout simplement juste les forums qui vous disent j'ai ce message, qu'est-ce que je fais? Mais est-ce que ça arrive à résoudre le problème? Non, parce que les types de messages, il y en a énormément, il n'y a pas que ce message. Et ce genre de message, c'est tout simplement, ils ont pour but de dire qu'au final, notre site web est vulnérable ou pas. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui suivent d'habitude quelques cours de cybersécurité avec moi, on a parlé de ce qu'on appelle le Google Hacking Database. C'est tout simplement, ça nous donne la liste de toutes les formules ou de tous les mots-clés qu'il est possible de récupérer grâce à Google parce que les données arrivent à passer quelque part dans un moteur de recherche de Google. Et vous pouvez copier n'importe quelle formule ici. On va faire trop simple par exemple en mettant juste SQL ici. Et il est possible de voir dans la liste ici que quelque part, il y a probablement, par exemple, là, qu'est-ce qu'on dit? Dans l'URL, il y a un admin qui passe. Vous voyez, c'est quelque chose quand même de très dangereux. Il y a énormément d'informations, par exemple, dans le titre, on a l'index of MySQL, énormément d'informations qui peuvent nous intéresser là-dessus. Par exemple, qu'on a l'index of qui affiche des bases de données MySQL à la fin, ou un SQL à la fin en extension, etc. Là-dessus aussi, dans le site Hacking Vision, vous aurez la liste des dorks mises à jour de plus en plus, et là il vous suffira tout simplement d'aller chercher l'ensemble de ces informations sur internet. Ça c'est très important. C'est pas ça ce que je voulais afficher, c'est pas grave, on devait mettre ça plutôt dans un moteur de recherche Google, mais bon, peu importe, vous avez compris. C'est que, ah là là, je fais vite. Du coup, le principe, pourquoi on dit ça toujours, c'est dans le but de dire ou de répondre à des gens qui pensent que attaquer des sites web, peut-être on est attaqué juste parce qu'on est célèbre, on est attaqué juste parce qu'on est Tesla ou on est je ne sais pas qui. C'est faux, c'est totalement faux. Les hackers peuvent juste s'amuser à faire un truc comme ça ou n'importe quelle page à l'afficher comme ça. Si ton site web s'affiche le premier sur Google, il va s'amuser à t'attaquer pour apprendre, pour s'amuser, pour se faire plaisir ou n'importe comment, pardon. Du coup, ça c'est juste pour faire une petite parenthèse sur comment on peut identifier des sites web vulnérables à l'injection SQL. Et puis à partir de maintenant, nous allons commencer le vif du sujet, nous allons commencer à faire des exemples concrets de l'injection SQL. Alors, nous allons prendre l'exemple dorénavant le plus, on va dire, le plus connu des types d'attaques de type injection SQL. Attention, il y a quelque chose que je remarque, mais je ne sais pas l'explication. Donc, je ne sais pas l'explication. C'est que la Windows 10, elle est de temps en temps, elle s'éteint toute seule. On l'a vu dans la vidéo précédente. Du coup, ça sera bien de confirmer à chaque fois qu'elle est bien. Si vous avez une autre image ISO d'une Windows 10, installez-la. Moi aussi, peut-être que je vais faire dans la prochaine vidéo si je fais une troisième sur ce TP-là. Mais vous voyez que ça fait quelques soucis, la Windows 10. Je ne sais pas pourquoi et à la rigueur, je ne cherche même pas à savoir pourquoi, ce n'est pas l'objectif. Du coup, on va laisser la machine démarrer et pendant qu'elle démarre, je vais vous expliquer rapidement à quoi ressemble l'interface de MutilID. Alors, l'interface ressemble à quelques informations de base qui nous intéressent. Ici, vous avez des informations sur les différents types de WASP. On a déjà parlé de ça, de A1 jusqu'à A10. La MutilID 2 inclut le 2017. La 3, ça peut aller jusqu'à la 2021, mais c'est pas grave, ce n'est pas le but. La formation, elle n'est pas faite pour les formations au WASP. Du coup, vous utilisez celle que vous souhaitez. Ça n'a aucune importance. Du coup, ici, vous avez la liste des différentes attaques que vous pouvez faire en exploitant des sites web avec des niveaux de vulnérabilité et des niveaux de sécurité qui peuvent différer en fonction de level que vous souhaitez avoir. Rapidement, j'insère juste mon password. Point d'exclamation.
Est-ce que le mot de passe est bon? Password, point d'exclamation, j'imagine qu'il est bon. Du coup, ça, on va avoir aussi une autre information très importante. Allez, avant de la dire, on va lancer l'exemple pour pouvoir accéder à Multilidé à distance. Hop, rapidement, start, et c'est bon. Et c'est démarré, contrôle, je sors de la machine et c'est bon. Du coup, j'actualise pour confirmer que tout a l'air OK. Hop, c'est bon, ça marche toujours. Du coup, vous pouvez à tout moment resetter la base de données. Du coup, revenir sur une base de données telle qu'elle a été installée. Du coup, en cliquant juste sur Reset base de données. OK. Et là, vous allez tout simplement resetter la base de données et partir sur une base de données neuve ou une base de données nouvelle. Après, qu'est-ce qu'on peut faire également? Il est possible aussi de travailler sur la partie niveau de sécurité ou les différents niveaux de sécurité que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir un niveau de sécurité. Vous pouvez avoir ici des conseils en matière de sécurité, comme vous pouvez augmenter ou pas le niveau de sécurité. Vous avez le niveau de sécurité le plus basique, c'est 0. C'est que dans le niveau de sécurité 0, on imagine ou on suppose qu'un site web a été développé de telle sorte que la personne qui l'a développé, elle a développé un site web et elle ne cherche pas à faire plus. Du coup, elle a juste développé un site web, elle ne cherche pas à faire plus que ça. Vous aurez le 1, vous cliquez ici pour monter le niveau de sécurité à 1, vous aurez un niveau de sécurité intermédiaire. C'est que c'est quelqu'un qui connaît bien le développement web, il connaît aussi bien la sécurité web, il a ajouté les notions de sécurité, mais certainement a oublié des choses. C'est quoi les choses qu'il a oubliées? C'est selon la norme OWASP, c'est les choses que généralement les gens oublient. Ils ont des statistiques, ils ont des études à faire, etc. pour le savoir. Après, il y a le niveau le plus fort, c'est qu'on suppose que nous avons un site web sécurisé ou très bien sécurisé et là-dessus, on passe au niveau de sécurité 5 là-dessus. Alors, du coup, on revient au niveau 0, on va resetter la base de données. Attendons, on attend. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, j'ai une petite remarque. Le but, ça ne sera pas d'accéder à la page web d'ici. Je pense que la machine s'est éteinte encore. Non, elle est toujours bien. Le but, ça sera de faire l'exercice justement sur le Metasploitable et non sur la machine Windows pour le moment. Alors, sur le Metasploitable, le Multilidé est déjà installé. Du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. On va aller directement sur le 30 plutôt. C'était l'adresse IP de Metasploitable. Et puis... qu'est-ce qu'il me dit là-dessus? Il dit qu'il n'est pas capable d'y accéder. On va vérifier un petit truc. Qu'est-ce que je voulais rapidement vérifier? C'est juste la partie d'abord IP config, qu'on a bien l'adresse IP parce que ça change apparemment à chaque fois, qu'on a bien l'adresse IP 30, ça on est bien. Un petit ping vers le 192.168.1.27 qu'on est bien là-dessus. Et puis qu'est-ce qu'on doit... sur quoi? Hop, pardon. Il ne fait pas quitter le ping. On rentre ici. Non, ça ne change pas. Qu'est-ce que je vais faire? Non, il ne veut pas quitter le ping. Ça doit être un petit bug dans la machine. Je vais le résoudre tout de suite. Ok, rien de spécial, juste que le contrôle est passé à la commande contrôle droite. Du coup, si vous rencontrez généralement ce genre de problème, je vais juste confirmer que ça ne marche toujours pas. Ok, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, s'il le faut, c'est d'aller changer la base de données. On peut utiliser Nano, qui est l'outil d'ouverture de fichiers. On peut aller à var 3w, enfin le chemin classique d'un serveur web, Multilidé, et puis on précise le config inc. Config inc. Il nous demande le mot de passe, c'est msf admin. Ok, ici, ouais, c'est ça le problème. On va ici changer le contenu et le mettre, au lieu de mettre Metasploit, c'est de mettre OWASP 10. OWASP 10, un petit CTRL O pour sauvegarder la configuration, et puis un CTRL O pour sauvegarder la configuration. OK,
et puis un petit CTRL-C pour que ça, pour sortir. Un CTRL-O, ça, ok, CTRL-O, ça marche. Et puis pour sortir, c'est plutôt... J'ai un souci sur mon... Le contrôle, il passe à droite au lieu de passer à gauche. Encore une fois, je vais devoir le changer sur les paramètres de la machine virtuelle. Il n'y a pas de problème. Tout ça, on s'en fiche un peu. C'est pas le sujet, c'est pas vraiment le sujet. Alors, on revient ici. On va tester encore. Il veut toujours pas fonctionner. On va voir quelle est la raison exacte. C'est bon. On passe à HTTP au lieu de HTTPS. C'est tout. Et le problème est résolu. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire un exemple concret en passant sur l'OWASP 10, injection SQLi en quelque sorte. Et puis, on va cliquer sur, comme ça, je répète, comme ça, injection SQLi et user info. Du coup, ici, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir accès ou de tenter d'avoir accès à un site web donné, à la liste des utilisateurs d'un site web donné. J'essaye admin, j'essaye de mettre un mot de passe, AZERTY, comme mot de passe. Je tente ma chance. Je ne connais pas le mot de passe. Le mot de passe est faux. Ça ne marche pas. On peut créer nous-mêmes un user ici. Je peux créer easy ici avec un mot de passe easy. Easy. Create account. Et là, ça doit fonctionner normalement sans problème. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut revenir encore à la page. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer easy et le mot de passe easy. Et là, vous voyez que ça fonctionne sans problème. Ça m'affiche sans problème la liste. Moi, c'est pas ça vraiment ce que je veux. Du coup, on peut resetter la base de données encore une fois. Une fois reseté, vous mettez easy, ça ne devrait plus fonctionner parce que la base de données est vidée. Et il va vous dire qu'on a un bad password. Du coup, c'est quoi l'user? J'imagine que c'est admin. L'objectif, c'est d'afficher la liste de tout le monde parce que l'admin, il a ce droit d'afficher la liste de tout le monde. Du coup, j'imagine que c'est admin. Je vais faire admin. Et puis, le mot de passe, je vais tenter une injection SQL. Pour tenter une injection SQL, je vais faire la chose la plus simple au monde, juste un guillemet, le guillemet de 4, autrement dit, le chiffre 4 sur le clavier. Je fais OK. Et là, je vais avoir le message d'erreur. Le but de ce message d'erreur, ce n'est pas d'accéder, mais de l'exploiter. Et là, regardez ici qu'on a exactement les informations ici qui nous disent clairement qu'on a un problème de type injection SQL. Autrement dit, la personne qui a conçu ce site web-là n'a pas pensé à l'injection SQL, n'a pas pensé à se sécuriser, à se protéger contre l'injection SQL. Et là, regardez, on peut aller même plus loin que dans le diagnostic. Il nous donne la ligne exactement où c'est écrit la partie accès. Là, on va pouvoir peut-être l'étudier, copier. On va ouvrir un petit bloc-notes. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Select étoile from account where username admin and password égale. Et là, nous avons nos guillemets de mot de passe qu'on doit insérer, qui doit correspondre à celui qui est dans la base de données. Et nous avons inséré, nous, un autre au milieu. Du coup, nous, on peut être plus intelligent. On enlève ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va exploiter l'information. Du coup, dans le champ password, ici, il attend de nous le vrai password. Je ne sais pas le vrai password. J'imagine que c'est admin, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Admin. Et là, il attend de nous à ce qu'on écrive admin. Du coup, nous, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse parce qu'on ne connaît pas le mot de passe. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire n'importe quoi. Par exemple, je dis n'importe quoi, AAA. Je dis n'importe quoi. Le mot de passe AAA. Mais on va aller un peu plus loin en exploitant le champ, en mettant à l'intérieur de mot de passe quelque chose qui va faire fonctionner quand même, va faire fonctionner le code SQL. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Je vais faire comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un petit guillemet et puis je vais dire OR et j'ajoute une fonction logique. C'est qu'autrement dit, pour que tu puisses accéder à ce site web-là ou à cette information-là, qu'est-ce que tu dois avoir? Tu dois mettre le username qui est admin et un mot de passe qui doit correspondre à la vraie valeur ou autre chose. C'est comme si tu as deux choix. Ou bien tu mets un mot de passe ou bien autre chose. Cette autre chose, d'après vous, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais faire la chose la plus simple au monde qui puisse exister. Par exemple, je vais faire une fonction logique. Si la fonction logique, elle est OK, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter, on va dire, en quelque sorte, tu vas m'accepter à accéder à ce site web-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la fonction logique la plus simple au monde. 1 égale 1.
Est-ce que 1 égale 1? La réponse est oui. Du coup, c'est quoi? Tu dois mettre juste admin comme user. Le mot de passe, ou bien tu connais le vrai mot de passe, du coup, ou bien c'est ça. Si ce n'est pas ça, 1 égale 1. Et pour m'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui m'embête derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un petit commentaire. Et comme ça, tout ce qui vient derrière, que je ne sais pas ce que c'est, j'imagine qu'il y a des codes, je vais les commenter. Et du coup, ça n'a plus aucune importance ce qui vient derrière, et la condition, ça devient ça. Et l'équation, ça devient ça. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter juste ça. Copier, et je vais venir ici, mettre admin, et puis dans le mot de passe, dans le champ mot de passe, je vais mettre exactement cette partie-là. Ok? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis exactement AAA, je ferme le guillemet, or 1 égale 1 dièse. Ok? Et là, hop, vous voyez comment c'est magique, on a réussi à récupérer la liste de tous les accès. Pourquoi? Parce qu'on a inséré le mot de passe ou bien la fonction logique. Le mot de passe est faux, la fonction logique est juste. Et du coup, on a réussi comme ça à exploiter une base d'attaque. Vous voyez comment c'est très facilement, on a réussi à le faire. Et un cadeau en plus, on a eu le mot de passe de monsieur admin. Il est admin pass. Du coup, la personne qui a conçu, qui a développé ce site web n'a même pas chiffré les mots de passe. Et vous voyez qu'on a réussi très facilement à accéder à la liste des mots de passe de ce site web-là. Vous voyez un exemple concret de l'utilisation de l'injection SQL, même si pour le moment, on reste dans les exemples les plus simples là-dessus. Alors, on est à 35 minutes d'enregistrement. Je pense que ça doit être OK pour cette partie-là. Du coup, le but, c'était de comprendre le langage SQL, rapidement utiliser le langage SQL, comprendre l'injection SQL avec un exemple, on va dire, un peu classique, puis un exemple concret sur un site. Je pense que c'était OK pour cette partie-là. Ce que je vais faire, je vais arrêter cette vidéo, lancer une nouvelle. Et puis, dans cette nouvelle, on va passer à l'injection SQL niveau intermédiaire et puis encore niveau avancé. Sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.